Bienvenue sur Africa 24. Vous êtes sur la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique, la chaîne la plus regardée sur le continent et à juste titre pour vivre ces moments exceptionnels. Notre invité, Roch Marc Christian Kaboré. Vous êtes un personnage clé de la vie politique du Burkina Faso depuis 1983 et l'accession au pouvoir du président Thomas Sankara. Élu député de la province du Kadiogo en 1991, vous devenez premier vice-président de l'Assemblée nationale en 1997. En 1999, vous occupez la fonction de secrétaire exécutif national du parti au pouvoir, le CDP. Après les législatives de 2002, où vous siégez au Parlement pour la 3e législature consécutive, vous êtes porté à la tête de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, fonction que vous occuperez pendant 10 ans. En 2013, suite à des divergences politiques et idéologiques, vous rompez avec le chef de l'État, Blaise Compaoré, vous créez votre propre parti, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. En janvier 2014, vous rejoignez l'opposition politique. Quand une insurrection populaire née de cette révolte suite à la volonté de modification de la Constitution emporte le pouvoir en place, le Burkina Faso rentre dans une ère nouvelle. En juillet 2015, le MPP vous investit comme candidat à l'élection présidentielle. Le 29 novembre 2015, vous remportez le scrutin dès le premier tour face à Zéphirin Diabré avec plus de 53% des voix. Vous êtes aujourd'hui le président de la République du Burkina Faso. Nous sommes au lendemain de votre prestation de serment. Vous êtes face à nous, face à des millions d'Africains. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci. Quel est l'état d'esprit après ces diverses années, ces divers combats, maintenant que vous êtes président de la République? Je dirais que c'est un sentiment de détermination. Parce que non seulement nous voyons le combat que le peuple a mené pendant un certain temps, 1 année, 2 années durant, avant d'aboutir justement à cette élection démocratique où le peuple m'a choisi pour conduire à sa destinée. Je voudrais également dire que c'est un sentiment d'humilité parce que je vois également l'immense tâche qui nous attend. Tâche non seulement pour satisfaire les besoins du peuple burkinabé, pour amener la gouvernance politique et économique dans notre pays. Et je crois que c'est très important pour nous et nous nous battrons pour l'avenir pour arriver donc à de justes solutions pour le peuple burkinabé. Détermination, humilité, voilà le regard que nous allons porter dès maintenant pendant 45 minutes où le Président répondra à toutes nos questions. Monsieur le Président, vous avez gravi tous les échelons administratifs, politiques, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Pour nous, journalistes qui vous avons côtoyé dans différentes dispositions, on vous a vu en homme accessible, mais rarement on peut s'imaginer que la personne qu'on côtoie au quotidien a un destin présidentiel. À quel moment vous avez ressenti dans votre vie politique que vous pourriez avoir ce destin? Disons qu'à partir du 4 janvier 2014, lorsque nous avons assuré la rupture avec le régime Blaise Compaoré et le CDP, et que nous avons décidé de créer le mouvement du peuple pour le progrès, comme vous l'avez souligné vous-même à l'introduction. Lors de notre congrès, le parti et les militants m'ont demandé de porter le drapeau du parti à l'élection présidentielle. Je suis allé parce que, je dirais, c'était un devoir. Parce que les militants de toutes les provinces, de toutes les régions l'ont demandé. Et j'ai estimé qu'il était un devoir pour moi, au regard des défis et des engagements que nous avons pris avec notre peuple, de me présenter comme candidat donc à l'élection présidentielle. C'est pour dire que ce n'est pas une vocation ni une volonté que j'avais chaque matin en me levant, mais c'est, disons, les circonstances du moment qui ont imposé et que je sois candidat à cette présidentielle. Quand vous regardez les circonstances en question, il y a une rupture assez violente. Le Burkina connaît maintenant sa première véritable alternance politique-civile au sommet de l'État à travers vous. Est-ce que, quelque part, vous avez mesuré la portée de ce que ce peuple attend? Nous avons très bien mesuré. Et c'est pourquoi je disais qu'après l'insurrection populaire, les attentes du peuple burkinabé sont très nombreuses.
Alors la première des questions, on se pose la question suivante, comment est-ce que vous allez gouverner? Vous n'avez pas une majorité absolue au Parlement, et il y a une configuration politique. Est-ce que vous la considérez comme une sorte, je ne vais pas utiliser le terme avertissement, mais est-ce que vous la considérez comme une sorte de regard d'attente, un peuple qui vous amène au pouvoir mais ne vous donne pas la majorité absolue? Est-ce que c'est de dire, on va voir comment il va s'en sortir, nous sommes dubitatifs, quel est votre regard là-dessus? Non, l'analyse que je fais, c'est que, comme je l'ai dit dès le départ, l'élection présidentielle et législative de 2015, c'était des élections qui étaient ouvertes. Ça veut dire que tous les candidats, que ce soit ceux qui étaient au présidentiel, que ce soit ceux qui allaient aux législatives, comme vous savez, il y avait près de 80 partis qui participaient donc à l'élection législative. Pour notre part, nous n'avons pas la majorité absolue, mais je dois vous informer quand même que nous avons des partenaires politiques qui ont soutenu ma candidature lors de cette élection. Et également, suite donc à cette élection, nous avons eu des discussions et aujourd'hui, je peux vous dire, sans me tromper, que nous aurons cette majorité absolue pour gouverner au niveau du Parlement. Quel type de gouvernance face à une opposition qui en réalité était le creuset d'une majorité au moment de la rupture, puisque tous les leaders des partis politiques étaient dans l'opposition, et aujourd'hui la configuration n'est plus le cas, puisque l'Union pour le progrès et le changement, le parti de votre adversaire Zéphirine Diabré, a affirmé qu'il ne prendra pas part à un gouvernement d'union nationale. Donc comment envisagez-vous cette collaboration avec l'opposition? Est-ce qu'il existera toujours ce statut de chef de file de l'opposition? Je pense qu'il n'y a pas de raison que le statut de chef de file de l'opposition ne soit pas existant dans la Constitution, il sera maintenu. Maintenant, je voudrais simplement dire que je respecte le point de vue des Zéphirine Diabré et de l'UPC, mais je voudrais dire que les rapports que nous entretiendrons avec l'opposition seront des rapports de respect de la différence, des rapports de courtoisie, et des rapports également d'échange pour trouver les meilleures solutions qui nous permettent de conduire notre pays vers le développement et vers le progrès. Vous êtes banquier de formation, vous avez commencé votre vie civile non pas dans l'univers politique. Il y a toujours ce débat autour de la personnalité qui doit accompagner un président de la République. Est-ce un profil technique, dit généralement technocrate, ou est-ce un profil politique? Aujourd'hui, avec du recul, et par votre expérience de parcours politique, vous choisirez quel profil? Je pense qu'il faut être non seulement technique, mais un peu politique. Parce que je me dis que les deux vont de pair. Et c'est pour cela qu'on travaillera à trouver quelqu'un qui peut jouer justement ce rôle aussi bien technique que politique. On a vu tout au long de votre campagne électorale, vous avez insisté sur deux axes, l'éducation et la santé. Quelles sont les premières mesures que vous pensez prendre avec votre gouvernement dans le sens de l'amélioration de vie de vos concitoyens? Qu'est-ce que vous jugez d'urgent et d'important, en sachant que je ne vous touche pas parce que vous n'êtes pas encore l'homme miraculé, mais tout le monde estime que vous devez résoudre tous les problèmes. Qu'est-ce que vous jugez d'urgent et d'important? Non, je voudrais d'abord dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout est urgent et important. La première des choses, il faut qu'on mette les Burkinabés au travail. La seconde des choses, c'est la bonne gouvernance économique, sociale et politique. Et je voudrais dire que tout en travaillant sur ces facteurs, nous devons faire en sorte à satisfaire les besoins fondamentaux de nos populations. Vous avez parlé d'école, éducation. Vous avez parlé également de santé, mais il y a tout ce qui concerne également l'eau potable, l'électricité, etc., etc. Donc c'est pour dire que le budget de l'État a cette vocation de bien vouloir refléter les efforts que nous allons porter dans tous les secteurs. Et je voudrais dire que prioritairement, l'école et la santé seront nos priorités. Il faut construire plus d'écoles, il faut recruter plus d'enseignants, il faut mettre les plateaux techniques à niveau, il faut améliorer donc la qualité de la santé sur l'ensemble du territoire. Et pour les 5 ans à venir, pour nous, un homme n'est libre que si nous arrivons à faire en sorte qu'il soit instruit et qu'il se soigne bien, qu'il mange ses 3 repas par jour
et qu'à ce moment-là, il puisse contribuer au développement de son pays. Mais j'entends déjà certains, et je les imagine, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui sont en bonne santé, mais n'ont pas de travail, alors qu'ils ont des diplômes, déjà dire « mais oui, merci Monsieur le Président, mais ce n'est pas ça qui va nous donner à manger à la fin du mois, ni les salaires ». Et je me rappelle qu'une des mesures fortes de votre projet de société était dans la lutte contre le chômage, vous avez dit que vous souhaitez offrir des emplois d'enseignants à tout chômeur diplômé d'au moins Bac+2. Vous reconnaissez... Jusqu'à la maîtrise. Monsieur le Président, dites-moi... Pas seulement +2, mais jusqu'à la maîtrise. Concrètement, dites-moi comment une ambition comme celle-là peut se matérialiser. Elle me paraît particulière. Non, elle n'est pas particulière du tout. Une fois que le gouvernement sera mis en place, c'est une offre. Comment il va se matérialiser? Nous allons lancer un appel. Les étudiants qui souhaitent participer s'inscriront et participeront donc dans l'enseignement après une formation de 6 mois. C'est bien spécifié. Donc pour nous, ce n'est pas du tout de l'utopie, ce n'est pas du tout de la démagogie. Est-ce qu'il y a un nombre... C'est quelque chose de concret. Est-ce qu'il y a un nombre limité qui a été déterminé? Parce qu'on peut imaginer qu'il doit avoir bien un inventaire et un nombre limité. Nous n'avons pas un nombre limité parce que vous savez que les besoins en enseignement aujourd'hui, dans le cadre de notre programme, si nous voulons faire en sorte que nous puissions offrir cette offre d'enseignement, d'éducation que nous voulons, nous devons recruter chaque année 13% d'enseignants supplémentaires. Ça veut dire que ça nous ramène à un recrutement de moins 3000 enseignants an. Donc dès cette année, dès 2016... Donc c'est pour vous dire que le nombre d'étudiants qui sont au chômage aujourd'hui et qui souhaitent participer auront bien de la place pour faire ce travail-là. Autre mesure phare, vous avez promis de créer une banque destinée au financement des PME et PMI et aux femmes. On s'est posé cette question, est-ce que ce n'est pas un peu démagogique quelque part? Pourquoi d'abord PME, PMI? Est-ce que cette classification n'est pas un message subliminal? Nous avons promis de créer une banque pour développer les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Nous l'avons dit parce que, quelque part, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas le secteur bancaire. Le secteur bancaire burkinabé est fourni. Très fourni. Mais je dois vous dire simplement que les banques commerciales ne mettent pas trop de vocation à financer les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Comme vous le savez, les taux de financement qui sont proposés par ces banques ne sont pas forcément adaptés au financement de ce type d'entreprise. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut densifier notre secteur bancaire avec des banques spécifiques dont nous allons travailler à rechercher également des lignes de crédit qui permettent non seulement à des coûts modérés, mais à des durées également plus importantes, de pouvoir soutenir la transformation de nos produits locaux. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien de subliminal. Je crois que c'est quelque chose qui va se faire et on aura l'occasion d'en parler d'ici 2 ou 3 ans. On reviendra même avant pour faire le point là-dessus. Mais, Monsieur le Président, quand vous donnez ces explications, on se rend compte aussi qu'il y a quand même des institutions et des structures étatiques de financement de l'entrepreneuriat. Le FAFPA, le FAFPE, le FAFAF. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de voir comment renforcer les moyens, les capacités d'action de ces multitudes d'institutions qui vont dans le sens de ce que vous prônez, que de créer encore un autre outil supplémentaire? Non, nous allons réévaluer ces outils, mais je voudrais simplement dire que les montants que ces fonds peuvent donner n'ont rien à voir avec ce que la banque peut octroyer. Ce sont des fonds qui octroient des crédits de l'ordre de 5, 10, 1 million, etc. Bon, je veux dire, ça s'intéresse à une catégorie de personnes. Et nous allons faire une évaluation de l'ensemble de ces fonds. Parce que est-ce la peine de les disperser de la sorte? Ne vaut-il pas mieux de les regrouper en grandes tendances? Tout cela, c'est des questions que nous allons examiner. Mais la question de la banque, pour nous, est une nécessité. Parce que si nous voulons aujourd'hui, selon nos régions, je dirais, mettre des petites et moyennes entreprises dans des zones où il y a des productions fruitières qui peuvent nous permettre de fabriquer des jus, ce n'est pas à 10 millions que vous allez créer cette entreprise. Monsieur le Président, nous allons mettre terme à cette première partie. On a 3 autres parties. Mais j'ai une toute petite question à vous poser avant de boucler cette partie. Est-ce que vous reniez vos origines professionnelles de banquier ou pas?
Je ne renie rien du tout. Alors, si vous ne reniez pas, dites-moi sincèrement, est-ce que vous pensez quand les banquiers font des pratiques de taux d'intérêt entre 15 et 20%, soit la zone africaine qui est la zone la plus haute au monde de rentabilité bancaire, de taux d'intérêt bancaire, est-ce que vous pensez qu'on peut développer l'économie de nos pays avec des taux à cette hauteur? Très difficilement. Mais je dirais que pour l'instant, le constat qu'on peut faire simplement, c'est qu'il n'y a pas de vraie compétition entre les banques africaines. De ce point de vue-là, on dira plutôt qu'il y a plus ou moins une entente sur des taux. Et finalement, le perdant, c'est le client. Ceux qui cherchent à être gagnants avec l'avènement d'un nouveau président, ce sont les agriculteurs, ce sont les petits commerçants, ce sont les artisans. C'est aussi chaque citoyen qui a besoin d'électricité. Dans la seconde partie de cette émission, le président nous répondra sur sa vision politique dans le développement économique du Burkina Faso. À tout de suite.